25 ans. 25 ans d'une licence iconique, de la licence la plus rentable de l'histoire, de la licence la plus imposante du monde aujourd'hui en termes de chiffres. Il s'agit bien sûr de Pokémon. Pokémon, qui est une licence du coup qui nous tient à cœur parce qu'on est né dedans, on a vécu avec toute notre vie et je pense que dans le chat vous êtes nombreux à être dans notre cas. Même si vous n'êtes pas fan de Pokémon, vous connaissez Pokémon de nom. Vous connaissez au moins une dizaine de Pokémon, je pense, notamment les plus connus. Je pense à Pikachu, à Dracofeu. Aujourd'hui, c'est rentré dans les mœurs de toutes et tous. Et aujourd'hui, on voulait consacrer du coup un dossier complet sur Pokémon. On va parler des origines de Pokémon, de la Pokémania, de la folie Pokémon en France, jusqu'à nos jours. Voilà, tout ce qu'on peut dire sur Pokémon, c'est ici et maintenant. Du coup, je vous propose de commencer tranquillement d'abord par les origines de Pokémon et de Game Freak. Game Freak, qui est du coup le studio qui a créé Pokémon à la base. On va donner la parole à Xela d'abord. Est-ce que tu peux nous dire qui est l'homme derrière Pokémon et un peu son enfance, enfin le début de Pokémon? Alors, je stresse un peu, ça me tient à cœur ce sujet. Ouais, je sais, à tout le monde. Il y a beaucoup de choses à dire, c'est ça le truc. Non, bah, Pokémon aujourd'hui, c'est des millions, presque, peut-être même des milliards de gens, mais à l'origine, c'est une personne, un individu, Satoshi Tajiri, un japonais qui donc est né à Tokyo le 28 août 1965, mais qui va grandir à Machida, dans la ville de Machida, une petite ville de la banlieue tokyoïte, à l'époque assez verte, en fait, et vous allez voir que ça a une très grande importance dans la suite. C'est donc très jeune, il n'est pas spécialement passionné par les jeux vidéo, il ne connaît même pas vraiment ça. Non, lui, son truc, c'est les insectes. C'est les insectes. Le jeune Satoshi passe littéralement ses journées à se balader dans la forêt, capturer notamment des scarabées. Et c'est de là qu'en fait tout va venir, on en parlera plus tard. C'est un enfant très curieux, constamment en train de chercher comment améliorer, comment faire survivre les insectes qu'il a capturés plus longtemps. D'ailleurs, il se limite pas aux insectes, au bout d'un moment il va même capturer des écrevisses, des trucs, ça devient un zoo presque chez lui. Et constamment il est poussé par notamment son professeur qui va l'encourager à publier des petits articles dans la gazette en fait de l'école, ce qui va beaucoup lui plaire et ce qui donnera derrière un peu une petite explication. C'est un peu ses premiers pas dans la presse, mais pas les derniers. Et d'ailleurs aussi, au niveau de sa réputation, au niveau des insectes, on allait jusqu'à l'appeler du coup Dr Bug. Ouais, ça c'est voilà. Le mec s'appelait Dr Insecte, quoi. C'était pour vous dire un peu il y avait tous les gamins, parce que oui, c'est pas forcément évident de notre point de vue, mais au Japon c'est très populaire la collection d'insectes et tout chez les gosses. Mais lui il est un autre niveau, quoi. Tous les gamins aiment bien les billes, mais lui voilà quoi, c'était le top du top. Et malheureusement, bah sa douce ville de Machida va rapidement rentrer dans une phase d'urbanisation assez sauvage. Et voilà, les forêts et les rivières laissent place donc à des parkings, mais pas que, aussi à des salles d'arcade. Et c'est là qu'il va avoir son premier contact réel avec le jeu vidéo, c'est avec le phénomène Space Invader. Et là, coup de foudre. Si les insectes appartiennent au passé, maintenant son présent, c'est l'arcade. Le jeu vidéo. Tout le temps. Tout son fric part là-dedans. Il passe sa vie à jouer au jeu. Mais il ne joue pas juste, il les analyse en fait. Il va vraiment en profondeur dans ce qu'il fait. Il décortique le moindre truc, la moindre mécanique et tout. Ce qui lui donne une petite réputation locale. Les gens connaissent Satoshi Tajiri. Son nom est... désolé, je tapé le micro. Son nom est dans tout la score. Et du coup, il se dirige vers un truc un peu d'électronique pour peut-être travailler plus tard dans le jeu vidéo. On passe d'un élève assez sérieux et très bon à un peu plus absentéiste, un peu moins concentré sur ses études, faire écumer les salles d'arcade. Et un jour... Il va donc participer à un concours de création de jeux vidéo pour lequel il ne sera pas retenu malheureusement. Mais voilà, juste en fait ce moment de création de jeux vidéo, ça lui parle, il y a quelque chose à faire là-dedans. Et à partir de là, il va commencer à vraiment rentrer dedans de plus en plus, jusqu'à un moment où, pour financer un peu toutes ces parties d'analyse et tout, il décide de créer un fanzine. C'est un truc qui est très répandu au Japon, un peu moins par chez nous. C'est un magazine amateur dans lequel il va partager notamment des astuces, des techniques et tout sur tous les jeux les plus populaires. Un magazine qui va s'appeler Game Freak, qui fait tout seul à la base chez lui. Il en vend quelques exemplaires à Tokyo.
Et petit à petit, Game Freak, dans un monde où la presse spécialisée dans le jeu vidéo n'existe pas, bah, ça se fait sa place, il gagne une certaine notoriété dans le milieu. Ça, ce que tu dis, c'est très important parce que Ouais. faut recontextualiser l'époque. Genre, il y a Internet, ça existe. Enfin, c'est pas encore là, c'est pas encore entré chez tout le monde. existe rapidement, mais Ouais, c'est ça. c'est C'est tellement pas, en fait, balbutiant que... c'est pas accessible. Donc ça fait que le Clairement. mec, il a tout construit. Il a construit un empire à partir de bruits de couloir. Et ça, c'est le truc qui me choque le plus limite dans l'histoire. Tu vois. En fait, Ah bah, à la base, c'est pour hallucinant. expliquer un petit peu le magazine qu'il créait, c'est un magazine de solutions pour des jeux vidéo. En gros, il a fait les solutions pour jeux vidéo bien avant l'ère d'Internet, c'est facile. Tu Ouais, tapes C'est un- Solus, c'est un Solus précurseur jeu. sur ça aussi, tu vois. Exactement. Et donc, il a appelé ça Game Freak. Et au début, il le vendait dans son petit patelin, jusqu'à qu'à un moment, bah, ça grossit, jusqu'à que ça aille un petit peu plus dans tout le Japon. C'est le nom le Japon, et ce magazine-là, outre le fait que bah, ça lui donne une crédibilité de journaliste au fur et à mesure, aussi de créateur de jeux vidéo, parce que le mec décortique absolument tout ce qui passe, ce qu'il a sous la main. Bah, là, on a l'image. À la base, Game Freak, c'est quasiment que du texte. Et 3 petits dessins un peu moches faits par Tajiri qui passe doué là-dedans. Sauf que Mais il fait la un rencontre jour, il va faire la rencontre, sûrement peut-être la rencontre la plus importante de sa vie, je pense. C'est la rencontre de Ken Sugimori, qui adore Game Freak, et il se dit ça manque de dessin, tu voudrais pas qu'on fasse un truc ensemble? Voilà, c'est juste le plus grand feat de l'histoire qui vient de se créer, parce que Ken Sugimori, par la suite, ça va être en fait l'illustrateur en chef de Game Freak, et le chara designer, le créateur de Pokémon, des Pokémon, de la direction artistique, tout ce qui touche au dessin, toute la partie visuelle de Game Freak. À la base, c'est un homme, c'est Ken Sugimori, qui d'ailleurs va déménager pour s'installer à côté de chez Tajiri et travailler ensemble. Donc là, à ce moment-là, c'est vraiment le début. Voilà, c'est vraiment la naissance. Ouais, c'est la naissance vraiment d'un duo C'est ça. très très fort qui est du coup à l'origine de Game Freak et du coup de Pokémon bien plus tard. Mais il y a une autre rencontre aussi qui se fait. Dorian, peut-être je vais donner la parole maintenant un petit peu. Il y a aussi une autre rencontre très importante pour Tajiri qui se fait juste après, là où à une époque où le jeu vidéo c'était très compliqué finalement et il fallait beaucoup d'argent, il fallait beaucoup de contacts, ce que n'avait pas Tajiri à l'époque. Il fait la rencontre de quelqu'un, je sais pas si tu es là Dorian ou pas. Oula, tu mets une colle parce que je suis plus sûr de l'ordre. Ishihara. Ah oui, putain. Ishihara qui l'interview à l'occasion justement pour, je sais plus si c'est pour Game Freak ou pour un autre magazine parce qu'il travaille même pour Famitsu et tout après un moment. Donc il rencontre Ishihara et donc Ishihara qui est aujourd'hui le président de Pokémon Company, qui était surtout Creatures, Mother. Ouais, beaucoup pensent que c'est lui le créateur de Pokémon. C'est pas lui finalement, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il est aussi à la tête de l'empire de Pokémon Company. C'est un personnage très important pour la suite des aventures de notre créateur de Pokémon. Comment ça va s'enchaîner du coup par la suite? D'ailleurs, juste petite anecdote, c'est souvent la tête qui ressort par erreur sur Google Images quand vous tapez Satoshi Tajiri. Voilà. À cause de sa discrétion, notamment dans les médias, mais ça on y viendra tout à l'heure. Ouais. Parce que c'est pas si vrai que ça. En fait, alors comment on va te donner un petit peu la parole aux autres quand même. Oui, T'as bien amorcé le truc, y a pas de souci. Et merci beaucoup, tu l'as très bien fait. Donc c'est la création de Game Freak du coup en tant que maintenant que concepteur de jeux vidéo. Ils vont du coup s'allier avec plusieurs autres personnes qui sont là pour développer un peu le jeu. Et c'est quoi du coup la genèse de Pokémon? Est-ce qu'il y a eu un avant Pokémon? Il y a quand même eu des jeux avant. Qui veut prendre la parole sur ça? Peut-être Dorian? Je sais pas si tu es là. Ouais, Game Freak tout simplement a fait quelques petits jeux évidemment pour comment dire, à moitié. Comment dire, la survie de la société, quoi. Ouais, enfin c'est pas vraiment pour la survie, c'est pour la lancer, parce qu'évidemment c'est des jeux qui voulaient faire, c'est des jeux aussi pour se lancer. C'est pas mal de petits projets par-ci par-là qui vont faire en parallèle jusqu'à qu'en 1990 ou 91 de souvenir, si je me trompe pas, Xela. Je sais pas ce que tu vas dire, donc c'est... Où justement arrive le projet de Pokémon, parce que en vrai les autres jeux à côté sont pas les plus mémorables en fait. Ils sont vraiment pas faits de jeux mémorables. Ouais. Il y en a quand même un, je pense, qui est assez important dans l'histoire de Game Freak. Avant ça, c'est celui qu'on connaît chez nous sous le nom de Mendel Palace, qui est en fait Quinty, qui est en fait donc le premier jeu réellement de Game Freak, qui devrait être développé de manière assez amusante, parce qu'ils vont faire tout le jeu sans avoir d'éditeur.
avec un son dev kit. Ils vont avoir une NES modée, enfin c'est tout un merdier. Et en fait, Quincy, c'est le moment où l'autre grosse tête de Game Freak en fait va rentrer dans le projet. C'est Junichi Masuda qui va venir pour faire la musique et qui derrière, là encore, va rester pour toujours dans l'histoire de Pokémon parce que derrière. C'est figure très importante. Même producteur, réalisateur, vraiment, il va mettre toutes les casquettes. Donc, ouais, et d'ailleurs, il travaille actuellement sur le remake de Diamant et Perle. Donc, on en parlera encore de lui, je pense, au cours de l'émission. C'est un personnage très important pour Pokémon. Du coup, suite aux premiers jeux, aux premiers essais, qui certains n'ont pas été très fructueux, d'autres l'ont été, c'est la naissance d'un jeu, en tout cas d'un projet plutôt, Capsule Monster. Qu'est-ce que c'est Capsule Monster du coup, Dorian ? Alors Capsule Monster, c'est le projet de la vie de Satoshi Tajiri tout simplement. Parce que donc avant on était surtout sur soit des petits jeux originaux, mais c'était surtout des commandes. En réalité, c'est surtout des commandes de la part d'éditeurs. Et aujourd'hui, Capsule Monster, c'est le premier nom, vous l'avez compris, sûrement le premier nom de Pokémon Monster, où il se base beaucoup sur du coup son expérience en tant que Dr Bug, sa passion pour les insectes et la passion pour le jeu vidéo. Justement, on en parlait justement parce que les deux se rejoignent à ce moment-là où je crois qu'à cette époque justement il découvre la Game Boy et il découvre aussi un autre concept parce que la Game Boy, il y a l'aspect portable, etc. qui le tente vraiment beaucoup. Mais surtout, il y a un autre aspect qu'on met souvent un peu en silence et pourtant qui est très important, c'est le câble Link de l'époque qui était sorti. À la base, c'était surtout pour jouer à Tetris avec. Il n'était pas très utilisé, surtout Pokémon qui va le populariser bien plus longtemps après sa sortie. Où en fait, il se disait, ça serait bien qu'on puisse échanger des choses d'une partie à une autre, d'une sauvegarde à une autre, parce que ce concept à l'époque, c'était on n'en parlait même pas. Inconcevable, parce qu'à l'époque, le câble Link, il est du coup sur la Game Boy. Le Game Boy, même, il faut dire. Ça, c'est le relou. Non, personne n'a dit ça. Oui, bref. C'est une parenthèse, les gars, on va passer sur ça. Et à partir de là, c'est pas. Ouais, vas-y, Kai. À partir de là, c'est pas à partir de là qu'il rencontre justement. Enfin, qu'il fasse la proposition à Nintendo, justement. On va y venir, on va y venir, mais je voulais juste dire que du coup le Game Boy c'était surtout utilisé, le câble Link, excusez-moi, de la Game Boy était surtout utilisé pour affronter un ami, tu vois, pas pour, ça n'a jamais été utilisé à l'époque pour échanger des choses et voilà, et c'est ça qui est peut-être le plus novateur. C'est qu'il a utilisé une option de la console pour en faire vraiment l'exploiter et en faire une force derrière pour ses futurs projets. Ça. Sachant qu'à ce moment-là, la Game Boy est déjà très démocratisée, c'est déjà une ancienne console en fait, c'est déjà une vieille console un petit peu, tu vois, c'est pas... Attention, ça. Au moment où Pokémon sort. Oui, sûr. Au début du projet. La Game Boy, elle sort au Japon en 89, donc voilà, au moment où vraiment le développement de Capsule Monster du coup est lancé, la Game Boy c'est encore justement un peu le pic technologique de ce qui se fait, et ça va poser problème d'ailleurs par la suite. Ouais. Et on va en parler, exactement. Surtout, en fait, ce qui était marrant pour l'échange, c'est une petite anecdote, ça vient en fait d'une frustration de Tajiri à l'époque sur Dragon Quest, vu que c'était à l'ancienne un genre de Dragon Quest, où en gros, pour faire simple, tu pouvais avoir un objet sur une chance, sur je sais pas combien, un chapeau magique. Lui n'en avait pas eu, et un pote à lui, par contre, en avait eu 2. Et voilà. Et tout simplement, ils se sont dit, on fait chier, on peut pas les transférer. Et donc, du coup, ça vient en partie de là, cette envie de transférer, d'échanger des objets. Donc, du coup, par la suite, Capsule Monster se lance, qui finira par se transformer en Pokémon Monster. Le développement est une catastrophe en termes de gestion, c'est vraiment très dur. Satoshi Tajiri doit, au tout début en tout cas, doit continuer un projet qui t'a retardé Pokémon Monster pour garder la tête hors de l'eau avec Game Freak. Au fil du temps, il doit arrêter de se payer, donc absolument plus 16 heures déjà, je pense que c'était déjà le cas de base. Il est obligé de de dire à des gens démissionner, quoi, parce qu'évidemment, attention, on dit des fois il les vire. Au Japon, c'est rare. Non, c'est encore autre chose. C'est pire encore parce que Game Freak, c'est une bande de potes. Les Game Freak, c'est des mecs, ils sont ensemble depuis le début, ils étaient sur le magazine, ils sont ensemble sur Quinty. Et en fait, le truc, c'est qu'à un moment, Game Freak a tellement plus de thunes que les gens ne peuvent plus être payés, et selon les situations des uns et des autres,
Il y a des Il sacrifices. y en a, ils peuvent pas rester en fait en disant bah non, mec, moi j'ai des gamins à nourrir, C'est ça. désolé, mais il faut qu'on se barre. Et c'est d'ailleurs le cas des 3 seuls programmeurs de la boîte. Il y en avait 4, non Embêtant. 4 ou 3. Il y en avait 3 et il y en a un quatrième qui arrive un peu en dans le nom. Je sais pas si t'as la petite anecdote à ce niveau-là. Sur quoi exactement, t'as dit? Sur en gros, une fois que les trois programmeurs se barrent, bah, chez Imprix, c'est un peu en mode bon, bah, il y a Sugimori, il s'est dessiné et tout, moi je fais les concepts. On fait quoi? Parce que c'est un jeu vidéo, quoi, c'est pas un jeu de plateau, c'est un peu embêtant de pas avoir un truc programmé. Mm. Et là, t'as Masuda, il sort de nulle part, il pose son pied, il Shonen. fait bon, alors les mecs, bonne nouvelle. Si on recrute de nouveaux prog, ils pourront pas travailler dessus parce que le code, ils comprendront pas comment il marche parce que à l'époque c'est un sacré bordel. Mm. Et il fait, bah du coup, moi j'ai des bases de programmation, je sais programmer, c'est moi qui vais m'occuper de la programmation à partir de maintenant. Et là, mais là, on dirait un truc de shonen, hein, c'est ce qu'on disait hier avec Yas. Le mec sort d'une part, mais vraiment, auréolé de lumière, et là il fait, je m'occupe de tout. Et il s'occupe de tout. C'est juste hallucinant, alors que le mec fait de la musique à la base. Ouais, donc voilà, pour revenir du coup pour revenir un peu dans les rails, Capsule Monster à la base est une vraie guerre pour tout simplement être créé au fil du temps. Capsule Monster devient Pocket Monster, du coup Pokémon, abrégé Pokémon par la suite, à une époque aussi où un autre personnage très très important dans l'univers Nintendo, parce que oui, avant d'arriver à Capsule Monster, ils travaillaient beaucoup avec Bandai Namco pour l'édition vraiment des jeux, etc. Namco Maintenant- à l'époque. Namco à l'époque, effectivement. Et parce que Nintendo, pour travailler avec Nintendo, il fallait lâcher un gros billet, il fallait une licence chez Ouais. Nintendo, c'était très compliqué. Si je vous dis le créateur de Mario, si je vous dis le créateur de Zelda, qui commence à entrer en scène du coup à ce moment-là dans la vie un petit peu aussi de Tajiri, vous pensez à qui? Shigeru Miyamoto, évidemment. Mister Miyamoto. Le roi. Shigeru Miyamoto qui a bien flairé Mm. le filon. Et du coup, il décide de travailler un petit peu aussi avec eux, par le biais du coup de Ishihara. Ishihara. Du coup. Bah, c'est un peu, c'est un des seuls limites chez Nintendo quand ils ont fait les réunions pour proposer projet Capsule Monster qui croyait vraiment au projet parce que faut savoir que le Capsule Monster en fait ça avait vaguement rien à voir avec ce que sera Pokémon derrière. En fait, il y avait des mécaniques de jeu qui n'étaient pas encore présentes, certaines ont été repensées, même des éléments graphiques genre la barre de vie, je crois, qui n'étaient pas prévus. Finalement, ça y sera plus tard, alors que c'est super important quand tu te bats dans Pokémon, quoi. Il y a plein de petites choses comme ça que c'est lui qui va apporter aussi. Et donc sans lui, on n'aurait même pas eu de Pokémon non plus. On peut noter aussi la présence des versions différentes, genre avec les deux versions différentes avec les deux types de Pokémon que tu peux retrouver. C'est lui qui l'a différemment. proposé. C'est lui qui l'a Mhm. proposé. Vraiment du génie. Du pur Il y génie. a aussi dans le développement, Oui, avant c'est je pense encore qu'on des passe, meilleurs, avant que je pense qu'on passe à la sortie du jeu, comment ça a été reçu, etc. Ouais. Il y a aussi pendant le développement, ils ont été sauvés par une entreprise, enfin sauvés. C'est pas des saints, c'est pas des saints quoi forcément. Ils avaient un investissement à faire. C'est Creature Inc. Qui ont été du coup l'investisseur qui aujourd'hui est connu dans The Pokémon Company, mais on en reparlera un peu plus tard de ça. Exactement. Donc, développement un peu désastreux quand même sur le papier. Heureusement, il se passe que la Game Boy fait un petit peu son temps et des améliorations viennent entre-temps, notamment pour la cartouche, où il y a une plus grande sauvegarde en plein milieu du développement, là où à la base, du coup, Pokémon il aurait pu avoir à peu près une trentaine de monstres, Ouais. on va dire, sauvegardés dans la cartouche. Nintendo arrive avec une nouvelle cartouche et ils proposent ce qui est au moins, ils peuvent aller jusqu'à au moins, je crois, 200-250 Pokémon au total sur une même cartouche. Ce qui ouvre les champs des possibles pour tout le monde, pour bien sûr Tajiri, qui du coup se dit il faut en profiter, il faut y aller, et ils vont foncer et ils vont travailler ensemble main dans la main du coup pour créer du coup les 150 Pokémon qu'on connaîtra par la suite. Notamment aussi, il y a eu la Game Boy. Après, il y a eu la Game Boy Color, mais enfin bref, on en viendra un petit peu après celui-là. Mais voilà, du coup, Capsule Monster devient Pokémon. Et c'est la sortie du jeu du coup qui arrive après. Après 1 milliard de reports, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça. Cinq ans, non De report interne, plus de développement. Je crois que ça, comme je l'ai dit, je crois que le projet a débuté en 91 de souvenir. En fait, c'est ça, c'est qu'en fait, conceptualisé en le 89, projet a constamment été 90, 91. repoussé il y a plusieurs reprises. C'est que, on en parlait juste avant, c'est que en parallèle, tu peux pas être une entreprise et te focaliser seulement sur un jeu qui va sortir dans X années. Il devait aussi faire des petits jeux par-ci par-là c'est là où je disais que
fallait faire survivre la boîte, c'est qu'ils pouvaient pas se mettre à plein temps non plus sur Pokémon. Et finalement, quand tu vois l'emploi du temps l'emploi du temps des mecs dessus, alors qu'ils étaient en effectif réduit, on va dire. En vrai, ils ont principalement fait ça après. Ils ont terminé, je crois, ils ont arrêté de prendre des projets vers 93, un truc comme ça, je crois. 92, c'est déjà après la date de rendu initiale de Pokémon, quoi. Le jeu était repoussé, mais repoussé. En gros, il aurait pas donné de date tout de suite, mais plusieurs fois, t'as une deux qui font bon, les mecs, ça dit quoi la Pokémon Monster, parce que ça fait déjà 5 ans que vous bossez dessus. Il se passe quoi? C'est ce que dit Edward dans le chat, c'est que en plus la Game Boy à côté, elle arrivait en fin de vie. Du coup, Pokémon il sortira même pas pendant l'apogée de la console, tu vois. Et surtout, du coup, je voulais en venir à la sortie, je voulais parler de la sortie parce qu'il y a des choses que pas beaucoup de personnes savent forcément. Donc le jeu sort le 27 février 1996 et ce qui est marrant, c'est que douche froide. Quasiment la douche froide parce que, ok, le jeu fait un bon score pour une première semaine, pour un jeu de Game Boy en fin de vie, 126 000 unités, je crois, un truc comme ça. Et la deuxième semaine, on descend autour des 10 000. Douche froide. Là, vraiment, à mon avis, tu devais chez Game Freak, du tout. Surtout qu'initialement, ils avaient un peu prévu le coup, vu que ça a été tellement reporté que je crois que c'était même pas un tirage de 300 000 exemplaires finalement, initial. Donc ils s'y attendaient, mais ils s'y attendaient pas non plus à un tel. Enfin, c'est pas un bid non plus, mais en tout cas, c'était pas un jeu qui était assuré d'avoir une telle longévité derrière, quoi. En dessous de leur espérance, quoi. De toute façon, ça aurait très bien pu s'arrêter là. En plus, c'est ça le pire. Enfin, vu comment ça a été reçu, en fait, ça aurait très bien pu s'arrêter là, Pokémon. Mais il y a eu un miracle. Un miracle. Un mec qui a sauvé Pokémon. Sans faire exprès, limite. C'est un peu. C'est là d'ailleurs Pokémon de toute façon c'est une licence qui est tellement forte et qui a une histoire tellement bizarre en fait de ces 6 ans de développement et tout que en fait il y a la réalité le mythe un peu qui se confondent constamment, mais ouais il y a un mec qui on peut le dire, il a Shigeki Morimoto, citons-le, un des tauliers de Game Freak. Le mec a juste sauvé le jeu avec un Pokémon. Je pense que je sais pas qui va raconter un peu le truc. Je veux bien. Kai, peut-être, je sais pas si Kai là. Peut-être Kai. Moi, je l'ai. En fait, ça part tout simplement, comme tu l'as dit, Xela, ça part d'un petit easter egg d'un développeur random qui l'avait caché là. Et bon, comment en fait ça s'est goupillé en fait. Comment ça s'est su? C'est que ça s'est fait tout simplement. On retourne aux origines de Pokémon. C'est que ça se fait du bouche à oreille, tout simplement. Légende urbaine, ça passe par Internet, ça passe par les copains à la récré ou tout simplement dehors dans le parc. Et l'apparition d'un 151e Pokémon dans le jeu. Le secret. Alors que tout le monde l'a fini le jeu il y a je ne sais combien de temps. Et là, ça revient aux oreilles des hauts placés au niveau de Pokémon. Et qu'est-ce qu'on décide de faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, tout simplement, on le confirme. On le confirme parce que c'est vrai. Il y a tout simplement la présence de Mew dans le jeu, qui est le 151e Pokémon caché par un des développeurs, comme ça, juste pour le fun. On ne sait même pas pourquoi au final. Et ça passe par tout simplement un magazine de prépublication où justement ils partagent un concours ou tout simplement retrouver Mew. Et c'est là. C'est pas n'importe quel magazine, c'est le Kokoro qui était vendu à des milliers d'exemplaires chaque semaine. Que ça touche vraiment un public très très large à l'époque, quoi. C'est ça. Et du coup, il y a, je crois, presque 80 000 participants, à peu près comme ça, un truc comme ça. Pour genre 20 Mew à gagner, 10 ou 20 Mew. Ouais, donc retrouver Mew et c'est le concours qui se lance et ça relance tout simplement la machine. Ça relance l'intérêt pour Pokémon. Et on peut le dire, ça un petit. Il suffit de pas grand chose pour avoir relancé la machine, mais surtout sauver la licence, parce que ça aurait très bien pu, comme on l'a dit tout à l'heure, c'était pas un bid, mais c'était pas ce à quoi il s'attendait à mon avis. On peut clairement dire que Mew, on peut dire du coup que Mew a sauvé
Pokémon à ce moment-là, ça c'est quelque chose d'indéniable. Suite du coup au succès du coup fulgurant du jeu après ça, il y a eu de nombreuses déclinaisons en goodies. Et là, le premier goodie, j'allais dire, qui fait un peu péter aussi le score à Pokémon, c'est le manga. Le manga du coup qui est publié dans le magazine Korokoro au Japon en 97. C'est un peu aussi de là d'ailleurs que tout va découler, notamment l'adaptation animée qui arrive quelques mois après. Quelques mois après, on a aussi les cartes, etc. Donc il y a le manga d'abord en priorité. Les cartes sont sorties quasiment longtemps le manga, je crois. C'était déjà prévu de longue date. C'est arrivé en tout cas avant l'animé. Et c'est marrant parce que tu parles du manga qui était prévu dans le Korokoro justement. Et je pense que c'est pas le manga auquel les gens dans le chat doivent penser. Ça, c'est pas celui qu'on connaît le plus en France. C'est un manga où en gros on a un espèce de proto-Sacha qui se bat avec un Mélofée à moitié con. Ils font des conneries ensemble comme ça. Et derrière, ce manga-là va très bien marcher au Japon même. Il est encore en cours d'ailleurs. Ah Mais bon c'est pas du tout celui qu'on va connaître ici. Nous, on va avoir du coup plutôt La grande aventure. La grande aventure. La géniale grande aventure dont je pense on aura l'occasion peut-être de parler un peu plus ou on en parle maintenant. On va en parler peut-être. Ouais, peut-être qu'on peut en parler maintenant. Vu qu'on est un peu dans les goodies, un peu Pokémon, etc. Un sacré truc. Ouais. On va parler d'abord peut-être du manga du coup. Le manga La Grande Aventure, là par exemple, j'ai la version Ruby et Saphir, mais il y a vraiment toutes les saisons de Pokémon disponibles un peu dans tous les trucs. Là, actuellement, on parle beaucoup de Diamant et Perle. Là, j'ai le tome, je crois, 3. Dans le tome 1, parce qu'il y a le tome 1 de Diamant et Perle. Et pour le coup, moi, je sais que je suis un de la team qui s'y est mis récemment. Et ça dénote vraiment avec ce que j'avais découvert avec l'animé, qui est plus enfantin, qui est plus accessible, je dirais, et tout. Mais c'est un univers qui est proposé, qui est revisité, qui est beaucoup plus riche. Donc les mangas, ils vont beaucoup plus loin dans les détails. Tout. En fait, l'univers, le concept même, la mécanique du Pokédex, elle est vraiment mieux exploitée en tout cas dans le manga, je trouve. Et c'est surtout beaucoup plus sombre aussi. Il y a des vraies thématiques abordées. Ça parle aussi bien aux gosses qu'aux plus grands aussi. Donc à partir de là, en fait, ils ont tout gagné. C'est que ils ont lancé un empire sur Pokémon avec les cartes, le manga, etc. Mais ça part vraiment on peut le dire, c'est un partenariat avec le magazine Kokoro là. Et la com de Pokémon va se faire à cette époque avec ce magazine-là, en fait. Et c'est ça qui. Et encore aujourd'hui d'ailleurs. Hein. C'est marrant, Qui mais va bien marcher. encore aujourd'hui, toutes les infos quasiment qui sortent dans la presse sur Pokémon, c'est dans le Korokoro. Mais Donc, ouais. d'ailleurs, tu parlais du ton un peu plus sombre du manga, surtout dans ses débuts. En fait, il a l'image du ton qu'on a réellement dans le jeu, contrairement à l'animé, qui n'est pas non plus le plus gai des trucs, quoi. C'est des combats de monstres, hein, les gars, tout simplement. C'est des combats de monstres. Concrètement, ils ont attrapé deux klebs et ils ont fait allez, tiens, bagarre. Tu vois, c'est pas mignon spécialement le manga. Notamment, il y a Team Rocket et le jeu même. Il y a Team Rocket et tout qui ont des thématiques quand même assez dures. Ils sont malsains. C'est super bien retranscrit dans le manga. Pour moi, c'est la meilleure adaptation de Pokémon de très loin. Ouais, clairement. Franchement, je vous les recommande vachement. Toute la série Pokémon est disponible. Enfin, quasiment tous les tomes sortis à ce jour sont disponibles en France chez Kurokawa. Et c'est clairement un manga qu'il faut lire si vous êtes prêt, si vous êtes fan de Pokémon. C'est clair que c'est un must. C'est sorti chez Glénat d'ailleurs, à la base. En petit tome kiosque. Je crois qu'on a une image. Ça n'avait pas trop bien marché, ouais. Quand tu compares avec le truc, là, c'était genre le tome il devait faire ça, quoi, un truc comme ça. Et maintenant, on a des gigatomes comme ça, donc on n'avait jamais eu la fin. Ouais, c'est clair. Quelques mois après le manga, qui du coup explose au Japon, on a l'animé, qui est peut-être du coup aussi un des trucs les plus importants pour la licence. Tout le monde a peut-être connu même, enfin, je sais que beaucoup de gens ont connu Pokémon avec l'animé aussi, avant même le jeu. Donc l'animé qui arrive du coup quelques mois après. Je peux donner la parole à qui là, sur l'animé? Qui veut parler un petit peu de l'arrivée de l'animé au Japon? D'abord, on parlera de la France après. Xela? L'animé, ce qui est marrant, c'est que il est fait en fait à un moment où Game Freak taffe déjà sur Pokémon 2, donc on connaîtra plus tard sous le nom de Or et Argent. Et du coup, c'est pour ça que dans l'épisode 1, il y a OO. On se dit, mais pour nous occidentaux, ça a toujours été un peu une question. Pourquoi il y a OO dans l'épisode 1 alors que ça n'a aucun sens. En fait, de 1, le Pokémon en fait, était déjà connu du public japonais parce qu'il avait été annoncé dans le Korokoro à l'époque de l'officialisation de Pokémon 2. Et de 2, le développement était déjà bien avancé et pas de surprise, hein, le jeu a encore été repoussé.
Ouais, Et c'est du ça, coup, mais il devait même accompagner presque le truc. dans les premières versions, ils comptaient, enfin, ils ambitionnaient de faire, d'intégrer directement plus de 200 Pokémon dans la première génération. Mais finalement, ils se sont rendus compte que c'était pas possible. C'est pour ça aussi qu'ils décalent à chaque fois. En fait, ils étaient tellement ambitieux trop vite qu'ils devaient décaler des choses, enlever des choses, et finalement, ils ont ajusté. Et après, bah, on connaît la OO suite était avec pris la version d'ailleurs à argent. l'époque déjà. Et OO devait être dans la première gêne. Il fait partie de ces Pokémon qui ont été créés déjà à l'époque et qui ont été mis de côté pour être réutilisés plus tard. Et ouais, du coup, l'animé qui, je pense, peut-être est, du moins de notre point de vue, c'est sûrement peut-être le truc le plus important en Occident. Ça a été un carton monumental. C'est lui qui a érigé en mascotte absolue Pikachu, qui jusqu'ici était un peu une créature parmi tant d'autres. La mascotte un peu choisie à la base était Mélofée pourtant. Mm. Et de fil en aiguille, parce que Mélofée faisait peut-être un peu trop féminin avec ses couleurs roses, son air très mignon et tout, on est parti sur quelque chose de plus neutre dans la personne de Pikachu. Et très bonne décision, je pense qu'on peut le dire, parce que Ouais, c'est un derrière ça tournant. déroule, et bah, notamment, je pense que c'est grâce à ce côté cross-média. C'est-à-dire qu'au moment où Pokémon est lancé en animé, les gamins sont déjà fans en fait de tout ça, et on leur dit ça arrive en animé, il va y avoir un dessin animé de Pokémon, de tes cartes là et tout, c'est à la télé. Et ça, c'est un truc de ouf, ça cartonne direct. Ouais. Ça va décoller pour ne jamais s'arrêter. Très grand succès de l'animé Pokémon, qui est aussi notamment dû à une grande polémique qui a eu lieu au Japon à l'époque. Je sais pas. Je peux t'assurer qu'à l'époque, ça a Oui. fait beaucoup parler. Ah. Et aujourd'hui, on la connaît tous l'histoire, je pense. C'est le fameux épisode de Porygon qui a généré une vraie crise d'épilepsie dans tout le pays, quoi, dans tout le Japon, tous les enfants. C'était un vrai scandale à l'époque. Pokémon, c'était devenu un petit peu la série un peu qui rend malade vos enfants. Enfin, c'est un truc de ouf à l'époque. Et c'est vrai que c'était un peu compliqué. Comme n'empêche. Et c'était un peu compliqué du coup de redorer un peu le. Et le justement, monde. bah, ça permet de faire la transition avec l'arrivée de l'anime aux États-Unis, parce qu'il y a forcément, il y a dû avoir un travail d'adaptation qui a été fait au niveau de la censure. Il y a beaucoup d'épisodes qui ont été revus ou même totalement zappés de la programmation. Et tout ce travail qui a été fait, je crois que c'est le studio 4Kids, si je dis pas de conneries, chez les Américains. Bah, justement, bah, en fait, toute l'Europe après, ça viendra bien plus tard chez nous en Europe, etc. L'Europe s'est basée non pas sur l'anime japonais, mais sur ce qui a été fait en amont chez les Américains. Et, en plus, nous, on aura bien les cartes avant. Ah, c'est ça qui est marrant. Enfin, en fait, on aura les cartes, la hype sur les cartes avant l'anime et les jeux. C'est ça qui m'a. Exactement, aussi, et on va en parler de l'arrivée de Pokémon en France juste après. Hein. Mais du coup, suite au succès de l'animé, bien sûr des cartes au Japon, etc., il y a, Xela l'a cité tout à l'heure, le fameux Pokémon 2. Mais avant ça, il y a une autre chose. Exactement, il y a d'autres trucs. Il y a d'autres versions de Pokémon qui sont déclinées, notamment Pokémon bleu, puis Pokémon jaune. Est-ce que tu peux en parler, Xela? Bah alors, c'est marrant parce que Game Freak. C'est marrant. Ah, Xela, est-ce qu'on a récupéré? Allô? Tu bug, Ouais. ouais. Ouais, c'est Ouais, bon, on c'est bon. t'entend. Ah merde, c'est bon, C'est bon. Ouais, t'as raison. Ouais, du coup, je disais, t'as Nintendo qui arrive, qui leur fait toc toc toc, Pokémon 2 c'est gentil, mais on a besoin d'un truc en plus, vous savez pas? Un petit truc un peu vite fait, hop, Pokémon bleu, ça part, version améliorée, nouveau sprite, tout est plus beau, ça exploite un peu mieux les possibilités de la console. Corriger des bugs, etc. C'est d'ailleurs la version qu'on aura par la suite chez nous. Hein. Notre Pokémon rouge et notre Pokémon bleu sont en fait des portages de Pokémon bleu de l'époque, qui est la version un peu finale de Améliorée. Pokémon. Et à ce moment-là, on sait pas trop, Pokémon 2 est repoussé, et il faut quelque chose pour tenir le bordel en vie. Ah, super, ça Dorian, tu le gardes précieusement. Mais du coup on fait merde, on fait quoi? On fait un film. On fait un film d'animation qui va être juste un des plus gros hits de son époque, peut-être même le plus gros hit de l'année, je crois, du moins en termes d'animation. C'est Pokémon, le film Mew contre Mewtwo, Mewtwo contre-attaque, il a différents noms, qui rencontre un succès d'ailleurs qui sera mondial. Et pour accompagner cette sortie, Game Freak se voit offrir une nouvelle demande, au cas où, hein, on sait jamais si les mecs voulaient travailler sur Pokémon 2, on va pas les laisser. Ouais, on peut pas faire une petite version pour accompagner la sortie du film, machin. Ok, on va faire Pokémon jaune, qui reprend un peu plus l'aventure de Sacha dans l'animé. On a un petit Pikachu qui nous suit et tout.
qui au final n'apporte pas grand-chose pour les fans qui attendent quand même un nouveau jeu depuis 2 ans. Si ce n'est Et, par exemple avoir peut-être les 3 starters dans un seul jeu. C'est ça, voilà. Et finalement, il est même pas sorti avant le film ou en même temps que le film. Genre, Il est et sorti même après. ça, ils ont merdé sur ce bout-là aussi. Là encore, on est obligé de délayer. En fait, ils prennent des trucs pour gagner du temps sur la sortie. Et on essaie de. En fait, ils sont constamment en train d'essayer de gagner du temps, de repousser des trucs pour ne pas les repousser. Au final, la gestion de Game Freak est cataclysmique, hein, disons-le. C'est Ah oui, bordel. depuis le début, c'est n'importe quoi. Hein, Ouais. à chaque fois, ils C'est ça sont qui en donne survie le charme du truc, perpétuelle. je Genre, pense. C'est ça, les mecs sont à corde tendue constamment. D'ailleurs- Pokémon Jaune sort en retard, marche relativement bien. Et derrière, bon, on est là, il n'y a plus rien d'autre à faire. On se concentre sur Pokémon 2. Et là, ça pète. D'ailleurs, c'est une très bonne transition que tu parles de la gestion catastrophique, vu que c'est en 98 que, avec la proportion qu'est en train de prendre Pokémon, notamment où ça permettait de débuter la mondialisation de Pokémon son export à l'international, ils fondent avec du coup à part égale Game Freak, Creature Inc et Nintendo fondent The Pokémon Company. Exactement. Donc on peut dire concrètement que Pokémon appartient aujourd'hui, et depuis l'époque, justement cette époque, donc bien sûr Game Freak, du coup, qui sont les créateurs originaux, Creatures, du coup, qui est la société qui a aussi Wadishara, qui a vachement aidé la création de Pokémon, et concrètement investi, Pokémon ouais. n'existerait pas sans eux. Justement, pour en parler vite fait, Creature Inc, c'est quoi leur utilité? Aujourd'hui, c'est eux qui s'occupent majoritairement de tout l'aspect goodies, en fait. C'est... Exactement. Petite précision, c'est d'ailleurs le rôle global de The Pokémon Company, hein, Ouais. qui d'ailleurs n'est pas la première. Avant, il y a The Pokémon Center Company, qui en gros sert à gérer les Pokémon Center, parce qu'il y avait déjà des Pokémon Center à l'époque au Japon, une dizaine, je crois. Mm. Et de là, en fait, Ishihara, moi, il fait bon les mecs, c'est moi qui gère les goodies depuis le début. C'est cool The Pokémon Center Company, machin, mais c'est le bordel, je peux pas gérer ça tout seul. Et Ouais. ban The Pokémon Company, et là, par contre, c'est parti de ouf. Parce qu'à ce moment-là, ça veut dire on a une boîte qui gère les droits, qui gère les machins, qui récupère tous les droits qu'ils avaient filés avant. Et En fait, à partir de là, tu c'est peux, à ce moment-là pour moi que l'Empire il se crée et ils peuvent aller canarder tout le monde, le monde entier en fait. C'est ça. Genre. Otakult Le fait gros justement Pokémon. Otakult fait justement la transition que je comptais faire, donc c'est parfait. On parle du coup de la Pokémania. La Pokémania, du coup, c'est l'exportation à l'international, le rayonnement vraiment dans le monde entier de Pokémon. Et ça commence quelques années après en France. Kai, je te donne la parole sur la Pokémania. Alors, la Pokémania, ça découle totalement de ce qui s'était fait tout d'abord au Japon, avec tout simplement l'arrivée des produits dérivés, des nouvelles versions et tout simplement de l'animé. Et faut savoir qu'en 96, on a eu le jeu de cartes, en 97, on a eu la seconde adaptation en manga, plus l'animé qui marche très bien. Donc là, fallait aussi remplir les poches de la Pokémon Company qui s'est créée, comme l'a dit Dorian plus tôt. Et là, la question se posait, l'export. Faut créer du profit, vu que ça marche chez nous, pourquoi pas tenter d'acquérir d'autres continents, d'autres publics. Et il y avait quand même une peur à cette période, c'est que il y avait la peur de ne pas pouvoir toucher l'Occident, puisque voilà, c'est pas la première fois que l'Occident soit fermé un peu Ou à japonaiserie. Et du coup, Surtout qu'à l'époque où Pokémon arrive en France, c'est quelques années, je crois 2 ans après la fin du Club d'eau, donc les polémiques par rapport aux animés japonais, etc., qui faisaient un peu tâche. Je pense qu'on en parlera après, ouais, il y a beaucoup de trucs à dire. C'est clairement énormément la de questions là-dessus. Et je sais pas si c'est de la sûreté, mais Nintendo, il choisit quand même d'y aller, mais pas d'y aller gentiment, timidement. C'est qu'il balance tout. Il balance les jeux vidéo, les produits dérivés, les cartes, et tout simplement tout. Et là, en fait, le truc, c'est que il y a un nouveau point qui change aussi, c'est tout simplement le nom, parce que avant ça, c'était tout simplement Pocket Monster. Et pour des questions de droit, on a eu droit au changement de nom pour Pokémon. Et la différence entre le Japon et la France et les États-Unis,
enfin l'Europe et les États-Unis, c'est tout simplement les deux versions qui ne seront pas rouge et verte comme à l'origine, mais tout simplement rouge et bleu, avec le nouveau logo et le nouveau nom. Qui d'ailleurs ont dû être entièrement recodés parce que pour traduire, en fait, le code était tellement une catastrophe qu'en fait, ils ont dû tout le refaire, ils ont dû tout le reformer parce que pour la traduction, c'était pas possible autrement. Sinon, c'était tu touchais un truc, le jeu il se pétait la gueule en gros. Grave, grave. D'ailleurs, Ah c'est ouais. pour ça qu'il y a énormément de bugs. Les premiers qui ont Ouais. fait d'ailleurs par la suite Hum. des légendes. Ben, la version bleue, hein, tout simplement, qu'on a croisé au Japon, hein, plutôt. Donc voilà, en France, à cette période-là, on a tout de Pokémon qui arrive en même temps. Les jeux vidéo, voilà, rouge et bleu à l'époque. On a l'animé qui arrive en France en grande pompe. Je crois qu'au début, c'était sur notre chaîne, mais après, c'est très vite arrivé sur TF1 à 10h du matin, donc genre la meilleure horaire possible. Ouais, dès la rentrée, je crois, de l'école, donc c'était incroyable à l'époque. Pokémon qui fait parler de lui, notamment aussi par les cartes qui marchent, mais du feu de Dieu dans toutes les cours de récréation. Ça collectionnait, ça jouait aux cartes Pokémon. Donc c'est clairement le début de l'empire dans le monde entier. Pour Pokémon, c'est ce qu'on appelle la Pokémania. Et Et d'ailleurs, ça arrive. Ouais, vas-y. en France, ça a été beaucoup plus fort parce que c'est en fait aux États-Unis, il y a tout qui est arrivé un par un quand même. Je crois que tu as eu l'anime d'abord, après les cartes, après tu as eu les jeux. Alors qu'en France, on s'est pris dans la gueule en l'espace de 2 mois, on avait tout eu d'un coup. Genre, c'était n'importe quoi, il y avait des ruptures de stock partout avec les cartes, les usines de réimpression qui étaient H24 En fait, lancées et tout. ce qui est intéressant, c'est qu'à l'international, globalement, enfin, je crois que c'est surtout aux États-Unis, ils ont une stratégie marketing très agressive, très calculée, où ils sont arrivés, ils ont dit, d'abord, on donne l'animé pour faire découvrir, hop, c'est sur des grosses chaînes, etc. Après, on sort le jeu. Après, on sort les cartes, et etc. C'était un truc vraiment, un film marketing très, très bien construit pour que ce soit un phénomène. Et d'ailleurs, on peut en parler, que je parlais de 4Kids tout à l'heure dans leur adaptation niveau censure, etc. Mais ils ont surtout ils ont joué un gros rôle dans l'anime aussi, dans la mesure où ils ont apporté des éléments en plus pour te hyper les téléspectateurs, genre le Pokérap et tout, ça vient d'eux, genre. Et moi, quand je me revois gamin, bah, c'est l'un des trucs qui m'a le plus marqué, le Pokérap, et ça a vraiment participé à créer cet engouement autour de la série. Et là, déjà, il y a l'esprit de collection avec les cartes et tout, attraper tous les Pokémon, forcément, c'est le concept. Mais aussi, tu les connais tous, tu apprends à les connaître, et ce générique de fin, t'avais qu'une envie, c'était de voir un autre épisode pour découvrir d'autres Pokémon, quoi. C'était fou. C'est vrai que c'était super bien vu ça, le Pokérap à l'époque. Grave. Donc pendant que Pokémon devient un raz-de-marée en France, notamment dans le monde, hein, mais en France surtout, parce qu'on est en France, donc on l'a un petit peu vu venir. On l'a pas vu venir justement, on s'est plutôt pris une grande tarte et c'est arrivé. Pendant ce temps, au Japon, il se passe quoi? On parle de Pokémon 2. Donc, qu'est-ce qui. Ouais, Xela, vas-y, si tu veux parler un petit peu du fameux Pokémon 2 qu'on connaît maintenant sous le nom de Pokémon Or, Pokémon Argent. Alors, Pokémon 2, c'est assez marrant, dans le sens qu'il a été annoncé très tôt. Il y a eu une démo au Space World, donc qui était le gros event de Nintendo et tout à l'époque. On peut leur sortir 2-3. Et après, bah, on le voyait plus. Que se passe-t-il? Où est Pokémon? Et c'était repoussé comme je vous disais tout à l'heure, des gros changements de cap, parce que Pokémon 2 devait être le dernier. Et finalement, on s'est dit, ouais, c'est peut-être pas une bonne idée, il y a peut-être un truc à faire en plus. À tout hasard, il y a quelque chose. Et finalement, enfin, Pokémon Or Argent sort. Et là encore, carton, certes plus mesuré que sur Pokémon Rouge et Bleu, et c'est bien normal. Ouais, il y avait l'attente, là, ils étaient attendus au tournant, c'est normal. Ouais. C'est ça. Mais surtout, c'est ça. On passe sur Game Boy Color, et plus que Pokémon 2, en fait, vraiment le truc important pour les licences, ça va être Pokémon Crystal. Parce que Pokémon Crystal, alors là, c'est en fait le jeu qui a tout changé en termes de dimension, d'ambition pour Pokémon, des sprites animés, de la connexion sur Internet. On est, alors, rappel, on est en 2001. Voilà. En gros, il y a le mobile Game Boy adaptateur qui sort en fin 2000, qui permet de brancher ta Game Boy à Internet, donc au réseau 2G qui était utilisé à l'époque sur les portables japonais. Et tu pouvais notamment recevoir CDB, tu pouvais recevoir des news, tu pouvais faire des combats en ligne. Et vas-y que tu pouvais même mettre tes combats en ligne sur ta 64 pour montrer sur Stadium. Tout un truc
de fou à l'époque, qui marchera d'ailleurs pas très bien, parce que les gamins de 8 ans n'ont pas de téléphone portable. C'est C'est trop pas tôt, accessible surtout c'est trop tôt, tout ça. Ouais, c'est trop c'est tôt. pas accessible au grand public en fait. Ça fait partie c'est- des nombreux projets en fait fin des années 90 où en fait fin des années 90 tout court beaucoup de consoles et de boîtes de jeux vidéo, de boîtes de constructeurs ont voulu se lancer dans justement le jeu en ligne par tous les moyens, par les biais internet, mais c'était trop tôt. Ils y sont lancés trop tôt. Totalement. C'est ça. Et derrière, on est là, Ouais, on a Pokémon Crystal qui marche très bien, qui apporte beaucoup de nouveautés, qui a de grosses ambitions et tout, très bien accueilli. Et se pose la question du coup de qu'est-ce qu'on fait ensuite. Parce que là, en fait, c'est le moment aussi où, de notre côté, l'Occident, on a rattrapé en fait en 2 ans 5 ans de contenu de Pokémon au Japon, en fait. Voilà. C'est tellement tout pris dans la gueule d'un coup que voilà, on a tout. Tout est arrivé, à peu près le monde est. On va pas dire voilà, le monde est sous Pokémon, mais on est à peu près arrivé au moment où il faut continuer, il faut faire quelque chose. Mais quoi D'où la force de c'est, Pokémania. c'est Mais ça, et ah, ça a commencé à se casser un peu la gueule. avant ça, je voulais juste vite fait aussi revenir sur le développement de la 2G parce qu'il y a notamment, enfin, quelques petites anecdotes intéressantes, dont une où vous voyez donc ce que vous aimez sûrement énormément si vous avez joué à la deuxième génération à Or Argent, c'est que vous avez Johto et Kanto. Mais à la base, Kanto, il devait être en version très réduite, mais si vous l'avez eu quasiment version, je crois quasiment full complète, c'est grâce à un homme. Est-ce que vous savez qui c'est dans le chat? Aussi peut-être aussi dans le vocal. Je crois que je l'ai. Si je dis pas de bêtises. J'ai plus les noms en tête perso. C'est vas-y, grâce à Satoru Iwata, paix à son âme, qui vous l'avez sûrement connu pendant longtemps comme justement le PDG de Nintendo, celui à la tête de Nintendo, où en fait, avant d'être PDG justement, c'est surtout un programmeur de génie, Satoru Iwata. Et en fait, c'est simple, t'avais Game Freak qui voulait faire ce projet, ils étaient en mode péché parce que les cartouches de Game Boy quand même, c'est limitant en place, on arrivait à saturation. Il y a Satoru Iwata qui a, pour faire très simple, a du coup vu le projet, il a fait OK, il a pondu une façon de compresser les données afin de faire gagner une place immense et ça aidera aussi de nombreux jeux sur Game Boy. Ce mec, c'est un génie au niveau informatique et un peu tout ce qui est touché à l'électronique. Le gars en fait a redonné une carrière juste à la Game Boy Color. C'est ça. On se rend pas compte comme ça, mais le taf qui a été fait là-dessus est juste hallucinant. En fait. Parce que justement, les deux régions, à la base, Kanto, ça devait être une ville. Voilà. C'est ça. Ok. Donc voilà, pendant que Pokémon 2 arrive au Japon, on a du coup bien sûr l'animé en 99 en France. On a aussi du coup le film, sauf qu'on n'a pas parlé du film du coup Mewtwo contre-attaque, Mewtwo versus Mew en France. On a parlé au Japon. En France, c'est aussi un carton monumental. Il sort au cinéma aussi en France. C'est un truc de ouf, vraiment. Même aux États-Unis, c'est aussi fort même plus fort que Star Wars à l'époque, genre c'est un truc de malade mental, genre faut se mettre un peu dans le contexte de l'époque. C'est un nouveau truc qui arrive d'Orient. Donc déjà ils étaient, comme on l'a dit tout à l'heure, ils étaient un petit peu fermés à tout ce qui était Japon et tout. Voilà, il y avait vraiment un empire qui était déjà propre aux Américains. Ils aiment pas trop, ça vient gratter sur leur terrain. Et là, ça claque leur série phare, on va dire. C'est incroyable. C'est marrant ce que tu dis parce que c'est un peu justement la naissance des mots de polémique parce que à la base donc comment dire, en fait on est à une époque où notamment l'aspect technologique du Japon se répand de plus en plus, s'internationalise de plus en plus, on sent pour pas mal de domaines limite un Occident un peu en retard. Et t'as le Japon qui en remet une couche vraiment avec un phénomène qui aujourd'hui ce genre de phénomène devient limite commun venant du Japon, ce phénomène avec Pokémon. Et du coup, certains, c'est diabolisé Pokémon. Même la fameuse couverture du Times qui parle de la Pokémania, quand tu lis les titres, c'est un peu addiction au jeu, addiction aux cartes, addiction Pokémon, parce que Pokémon est mauvais pour nos enfants, etc. Où t'en as beaucoup qui diabolisent, essayent de faire dire à Pokémon Company, à ce que vous faites, c'est de la manipulation, vous faites des calculs froids, de marketeux, etc. pour manipuler nos enfants. Il y a aussi l'aspect évidemment religieux qui arrive, que ce soit aussi en France, machin, etc.
Bref, un bon paquet de polémiques face à encore le Japon qui continue à s'internationaliser de plus en plus à travers ce genre de vague. Et du coup, on peut parler un peu de la chute de la Pokémania à partir de 2001 à peu près. Dorian, je sais pas si tu avais commencé à parler là. Bah ouais, non, j'allais dire, la chute de la Pokémania, c'est forcément comme on est entre ce qui sera pour les jeux entre la 2G et la 3G, forcément comme il n'y a plus autant de contenu qu'avant pendant la Pokémania, parce que comme je crois l'a dit Xela avant, on a 5 ans de contenu Pokémon qui s'est engoupillé en 1 ou 2 ans sur pendant la durée de la Pokémania. Donc forcément, ça se tasse, comme on dit. Mais bon, la vague Pokémon n'est pas finie pour autant. La Pokémania, l'époque de la Pokémania, comme on pensait, où c'était la folie, les gamins étaient fous, etc. Les darons qui comprenaient rien aussi, ça me tue. Ouais, c'est ce qu'on retrouve souvent généralement quand il y a une hype sur un nouveau truc. C'est que t'as les vieilles générations qui comprennent pas. En fait, ils sont fermés à ce nouveau truc parce que ils le comprennent pas finalement. Et d'un côté, t'as les gamins qui sont, forcément, ça leur parle. C'est au-delà d'être d'un coup de génie marketing. C'est tout simplement excellent Pokémon, genre dans sa façon, dans son approche pour les enfants, ça a été pensé pour les enfants. Et finalement, on verra que ça va bien vieillir aussi. Avec ces enfants-là, ils vont vieillir avec la licence et de bonne façon, quoi. On parle de fin de la Pokémania parce qu'à l'époque, on pense peut-être à un ras-le-bol à ce moment-là. Hein. Ouais. On se dit que voilà, Aussi. c'est la fin, on a eu assez de trucs, on a bouffé justement 50 contenus en très peu de temps en France. Cependant, on sait aujourd'hui qu'il n'en est rien parce que Pokémon, ça reste super puissant. Il y a eu la 3e génération de Pokémon du coup qui sort au Japon, qui suit directement un petit peu, pas longtemps en tout cas après chez nous. On parle bien sûr de la région d'Owen, Ruby, Saphir, Emerald. En 2003. En 2003, effectivement. Donc là, le jeu plus beau que jamais, c'est sur Game Boy, c'est en couleur. Game Boy SP, Advance Surtout SP. des couleurs vives en fait. En plus, pour l'époque avant, on avait eu des couleurs, mais voilà, c'était les Game Boy Color avec des couleurs assez ternes. Ouais, chaude, froide, c'était voilà. C'était limite monochrome, tu vois, il n'y avait pas vraiment de couleur en vrai. C'est ça. Exactement, donc la 3G aussi, un réel quand même tournant dans les jeux de la licence, notamment, oui, justement, via encore une fois, limite, j'ai l'impression que c'est Pokémon qui a fait continuer la Game Boy pendant tout ce train-là, parce que c'est vrai qu'on arrivait quand même, Pokémon arrivait déjà sur la fin de vie, on avait dit tout à l'heure pour la Game Boy. Aujourd'hui, on sait que jusqu'à au moins la 3e génération, c'est resté sur Game Boy. Certes, des Game Boy plus puissantes et en couleur et des nouveaux formats, mais c'est vrai que c'est quelque chose de très important la 3G, je pense, pour Pokémon. Alors, ça aurait pu partir sur console portable, sur console de salon. Vu le succès du titre, ça n'a pas été étonnant de dire ça marche trop bien, on va le mettre sur nos consoles entre dites principales. Tu vois. Exactement, mais ils l'ont gardé sur la Game Boy. Heureusement. Exactement. Les changements ensuite dans le manga, Otakult. C'est vrai que le manga aussi, qu'est-ce qui se passe pour le manga à cette période-là aussi? Là, c'est ce qu'on a un petit peu abordé tout à l'heure, là, c'est le changement de... Enfin, on va dire c'est le changement de ton par rapport à l'animé, ce qu'on a abordé tout à l'heure, qui est beaucoup plus mature. Donc finalement, c'est aussi la force du manga, c'est que certes, la licence de Pokémon, elle parle aux enfants, mais aussi elle sait s'adapter à son public. Et finalement, quand tu vieillis et que tu regardes plus forcément l'anime, le manga peut te parler finalement d'une autre manière et d'une autre façon. Et c'est ça qui est fort avec Pokémon, c'est que dans tous ces domaines, que ce soit les cartes, les mangas, l'anime, les films, etc., les jeux vidéo, ça va toucher une catégorie d'âge différente et un public différent à chaque fois. Donc finalement, c'est un renouveau constant, j'ai envie de dire. Et au niveau du manga, après, moi, j'ai pas encore lu les tomes de la 3e génération. J'ai lu que les de Kanto à Johto. Mais en tout cas, ouais, c'est clair que le manga c'est nettement différent de l'anime en termes de temps. Il se passe autre chose vis-à-vis du manga, c'est que au moment, en fait, grossièrement, toute la partie rouge, bleu, jaune, c'est scénarisé par Hidenori Kusaka et dessiné par Mato. Qui a d'ailleurs un style extrêmement proche de Sugimori, de son style de l'époque et tout, c'est très impressionnant. Et à la fin du premier gros tome du volume relié, donc c'est le tome 9-10, quelque chose comme ça, de Pokémon, Mato tombe malade, elle a des problèmes aux mains et tout, elle peut plus dessiner. Et du coup, il y a un changement de dessinateur sur la série.
Donc c'est comment il s'appelle là, c'est Satoshi Yamamoto qui prend le relais. Et je pense que c'est aussi un peu là où le manga va peut-être se libérer en fait du jeu, de la licence de manière globale, dans le sens que si jusqu'ici le ton des jeux était quand même assez un peu glauque et tout parfois, qui faisait que ça perd. Comment ? J'allais dire enfantin, mais du coup rien à voir avec toi. Ouais, mais non justement. Il y avait quand même déjà ce côté un peu glauque et tout qui faisait qu'on pouvait facilement adapter ça au manga qui ressemble à ça aujourd'hui. Mais plus on avance, notamment dans Ruby Sapphire, plus ça séduit le corps quand même. On est sur des trucs qui sont plus gentils, plus mignons. Et je pense que du coup, ce changement d'auteur et tout, et qu'on leur ait donné peut-être un peu plus de liberté, ça fait que derrière, il y a Ruby Sapphire par exemple, le manga Ruby Sapphire, qui va rester sur cette vibe un peu plus sérieuse, plus mature, de viser un public plus adulte. Ce qui d'ailleurs va pas être le cas sur la durée, malheureusement, je pense, pour le manga. T'en parlais la dernière fois avec le tome de Épée Bouclier, qui là par contre vise clairement un public. Les enfants. C'est clair que si, pour parler, voilà, je l'ai montré, je le remonte rapidement, mais la saison Ruby Saphir dans le manga, en termes de scénario, je pense que c'est peut-être même la saison la moins pour les enfants, en fait, j'ai envie de dire. C'est la plus complexe, c'est la plus. On sent que c'est limite un manga pour adultes, en fait. C'est très bizarre comme façon d'aborder Pokémon. Et en même temps, c'est tellement passionnant, je trouve, aujourd'hui. Moi, je vous conseille encore une fois vivement le manga parce que c'est vraiment excellent. On parle du coup du manga. Il y a aussi l'anime qui continue. Toujours aussi puissant pour l'anime, les aventures de Sacha qui continuent. Il se passe un Sacha, truc, quand même. Il se passe un truc assez. Comment dire ? Assez embêtant, c'est que le scénariste de Pokémon décède en 2000, le scénariste de l'anime, ce qui fait que donc Takeshi Shudo décède, et c'est lui qui en fait a réalisé donc le scénario de toute la Ligue Indigo, le premier film et tout, c'est Shudo. Et finalement, quand tu regardes bien, le changement de ton de l'anime est globalement peut-être un peu parfois de qualité aussi. Il décroche à peu près de ce moment-là, c'est quand on arrive à ON, quand voilà, on commence à vraiment se bifurquer de cette histoire assez mature qu'avait voulu installer Shudo sur le long terme, qu'il ne pourra pas faire malheureusement. Il y a un changement de cap qui est pris dans l'anime où ça devient réellement un produit dérivé. On n'est plus sur vraiment une œuvre artistique qui d'ailleurs s'est terminée dans le film 1. Le film 1 devait marquer la fin de Pokémon, ce sera pas le cas, et derrière il ne pourra pas continuer son œuvre malheureusement. Ouais. C'est vrai qu'on n'a pas dit tout à l'heure, tout con, hein, c'est tout bête. Nous, on connaît le nom du protagoniste de l'anime sous le nom de Sacha. En japonais, c'est Satoshi. Et si tu dis Satoshi, si vous avez bien suivi le début du dossier, on parle bien sûr de Satoshi Tajiri, le créateur originel de Pokémon. Donc, ils ont repris son nom pour le protagoniste. Voilà, c'était une petite parenthèse, c'est vrai que je voulais le dire tout à l'heure. Et Rivis, c'est Shigeru. Ouais. Shigeru Miyamoto. Donc voilà, Ouais. c'est une dualité comme ça qui. Un petit clin d'œil finalement à leurs copains. Exactement. Concernant les cartes aussi, il y a un petit changement de cap au niveau des cartes. Donc ça. Pas des moindres. C'est-à-dire que jusqu'ici, les cartes, c'est Wizard of the Coast qui s'en occupe. Wizard of the Coast, bon, très connu pour notamment le petit jeu de cartes Magic the Gathering. Petit, voilà, c'est juste le jeu de cartes le plus populaire au monde à ce moment-là. Et c'est eux qui s'occupent du coup de toutes les cartes. Donc par exemple les vieux Dracofeu et tout que vous connaissez, le vieux design des cartes, c'est Wizard. Et en fait, Nintendo, enfin Pokémon Company, à un moment ils disent, mais ça fait du fric les cartes là en fait. Donc est-ce que c'est Wizard qui s'en occupe? On n'a pas d'intérêt à voir ça en fait. Maintenant on peut les produire nous-mêmes les cartes. Hop, changement de ton. Donc c'est en 2003, après l'édition Skyreach qui sortira jamais chez nous. Nous, ça s'est arrêté en France, ça s'est arrêté du coup à Aquapolis. On a du coup en 2003 X Ruby Saphir qui sort, donc qui lancera le grand bloc X qu'on connaît, donc avec notamment les cartes X. Là, on a Elector X. Et changement de carte, changement de design complet des cartes, plus grande facilité au niveau de leur ratio, de comment ils veulent diffuser, machin. Pokémon Company reprend le bébé et à partir de ce moment-là, c'est eux maintenant. Voilà, on a tout Pokémon, c'est chez nous. Je trouve ça un peu regrettable parce que je trouve que les cartes de Wizard étaient plus belles. Mais c'est. Voilà, là, c'est au niveau du TCG, ils le récupèrent, ils en font leur truc à eux, gros changement dans le jeu. Et derrière, ça va se dérouler aussi sur tout ce qui est la compétition. Ils viennent foutre un coup de pied dans le formulaire quand même, assez important. Donc voilà, un grand changement au niveau des cartes. Un autre grand changement, c'est au niveau des jeux. Et c'est après ce qu'on a connu
encore aujourd'hui, ce qu'on connaît encore aujourd'hui, c'est tout ce qui est un peu les remakes de jeux. Je vais donner la parole à Dorian concernant le remake du premier jeu de la licence. Donc le premier jeu, voilà, le premier remake, parce que au début, je ne sais pas, j'ai pas réussi à retrouver d'infos si c'était pour eux, à la base c'était pour un peu une petite célébration, entre guillemets, mais je sais pas si à l'époque ils se disaient, ok, on va en refaire d'autres par la suite, mais donc les remakes de la première génération qui sont rouge, rouge, bleu et vert, et donc là du coup qui vont être en rouge feu vert feuille, ils vont partir sur les jeux vraiment japonais, ils vont partir sur ça. Donc il sort en 2004, je crois la même année en France, si je ne dis pas de bêtises. Je crois que c'est la même année de sortie pour les deux. Je crois que c'est pas très. Pour le Japon, et bref, donc du coup. Début 2004 et fin 2004 en Europe. Voilà, merci. Et qui du coup, donc, vous le savez probablement, Rouge Feu Vert Feuille, vous avez sûrement joué quand vous étiez petit, qui sort sur Game Boy Advance, qui reprend les graphismes de la troisième génération, qui intègre les Pokémon de troisième génération, qui reprend l'histoire de Kanto, c'est un remake, voilà, forcément, qui intègre les nouveaux Pokémon, et qui surtout intègre du nouveau contenu via, par exemple, les îles, ou notamment aussi d'autres îles, mais en tant qu'événement. Parce que si vous ne le savez pas, il y a eu beaucoup d'événements, surtout au Japon, pour avoir notamment, si je me trompe pas, Mew, Lugia, OO, et je crois un autre, mais je ne suis plus sûr. Je crois que Deoxys. Mew, c'était sur Emerald, par contre, je crois. Mew, je sais pas. Pour Mew, c'est sur Emerald. Ouais, c'est sur Emerald. Effectivement. Donc voilà, c'est les remakes de Rouge et Vert, donc Rouge Feu et Vert Feuille qu'on connaît maintenant très très bien. Je pense que pour beaucoup, c'est peut-être même les premiers jeux de la licence, peut-être pour certains, hein, c'est possible. Dites-nous dans le chat d'ailleurs quel est votre premier jeu Pokémon, ça nous intéresse. Pendant ce temps, du coup voilà, c'est un peu ce qui va enchaîner après, c'est un peu le renouveau un peu de Pokémon à l'international et surtout pour les jeux, notamment avec Internet qui se démocratise vraiment à cette période-là. Et on passe du coup sur Nintendo DS, notamment à l'époque où la Wi-Fi commence à être un petit peu accessible pour tout le monde, donc Internet chez tout le monde très facilement. Et oui, la Wi-Fi du coup entre un peu dans le monde de Pokémon et ça ouvre les champs des possibles. C'est vraiment incroyable ce qui se passe à ce moment-là. Bah en fait, c'est ce qu'ils avaient déjà essayé de faire 5 ans avant, finalement, avec le mobile Game Boy adaptateur, qui n'avait pas marché. Et je pense que c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles ils ont peut-être attendu un peu comme ça. Ils se sont dit, bon, c'est peut-être un peu foireux finalement. Et là, bam, on te balance la GTS, on te balance surtout, et ça va être particulièrement important pour la 4G, les événements, qui jusqu'ici, les événements, comme disait Dorian tout à l'heure, fallait aller à la convention Pokémon au Japon, allez, bonne chance, va chercher ton Deoxys. Non, là maintenant, tu peux les télécharger sur Internet, tu peux avoir des petits patchs, parfois c'est arrivé, tu peux avoir notamment les échanges, les combats en ligne et tout, ça va créer d'ailleurs un boom sur la scène compétitive derrière, parce que forcément tu as des tournois en ligne qui peuvent avoir lieu enfin, c'est tout un truc qui se crée, et derrière ça va s'exporter plus que jamais. On a les salles Union, on a le carnaval, je crois, une connerie comme ça sur la Poképarade, si j'ai pas de bêtises, sur Pokémon Platine. On a après le Dream World sur Noir et Blanc. Vraiment, à partir de ce moment-là, on est. T'es con, je viens de voir le document. on va voir Pokémon qui s'inscrit dans une dynamique mondiale. On joue en ligne, on échange, voilà. Finalement, l'idée de Pokémon de base, le câble, t'es plus connecté à un seul mec, t'es connecté à toute la planète. Et d'ailleurs, il y a quelque chose d'assez important qui est à suivre. C'est un sacré move de Nintendo en vrai. Avec le CWF Nintendo, enfin la connexion Wi-Fi Nintendo qui est gratuite et qui est quasiment accessible à tous. Et c'est pas de la 4G, c'est pas de la fibre, mais ça faisait carrément le taf pour des gamins comme nous à l'époque qui partagions. Et là, pour n'importe quel jeu de Nintendo, mais là, pour Pokémon, ça prend encore plus de sens, comme tu viens de le dire. Ça a tellement de sens. En fait, c'est les origines de la série qui reviennent sur le devant de la scène. Et derrière, on a surtout, je pense, un événement qui a marqué ce côté international de Pokémon. C'est que les sorties se rapprochent de plus en plus. Notamment avec Noir et Blanc 2. Je me souviens d'ailleurs à l'époque, pour ceux qui suivaient un peu tous ces trucs,
on avait Pokémon Noir, avant sa sortie, des Français, donc de Pokémon Trash, qui avaient récupéré la ROM japonaise et qui avaient commencé à la traduire. Du coup, tu pouvais faire les 2 premiers badges en français des mois avant tout le monde. Et un jour, 3DS, Pokémon XY, sortie mondiale. Et là, par contre, à l'époque où ça avait été annoncé, quand il est sortie mondiale sur Pokémon, c'est un truc de fou furieux. Il faut bien se rendre compte, dans un monde où on avait toujours été en décalage, que ce soit sur les infos, sur les jeux, sur les produits, on était tout le temps à la bourre. On découvrait Dialga dans un magazine, genre dans votre console plus, vous découvriez Dialga, oui, les Japonais l'avaient déjà capturé en Shiny. C'était bon, voilà, c'était à la bourre. Et là, voilà, là, à partir de maintenant, on est sur un truc, le jeu se déroule en France, vraiment, c'est Pokémon, c'est plus le Japon, c'est le monde. Exactement, c'est exactement ça, c'est le début de la mondialisation. Depuis ce jour-là, en fait, on a toujours tout eu en même temps, quasiment, que les Japonais. Donc XY qui marque aussi un autre tournant, d'une certaine mesure. Il y a aussi les spin-offs, Dorian, des différents jeux spin-offs qui sortent à ce moment-là. Parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé depuis le début, mais Pokémon aussi, c'est pas que les jeux de la série principale, c'est aussi énormément de spin-off. Au final, quel est le premier? C'est vrai que je me suis pas posé la question, c'est peut-être, je crois, Pokémon Stadium. Pinball. Comment? C'est Stadium, je crois. Ah, c'est Stadium, ok. Bah, c'est il Stadium, me du semble. coup. Je pense que Pokémon Pinball ou Puzzle League, des trucs comme ça, je crois que c'était dans les... Ah, ou TCG sur console portable. C'est pas de mémoire. Stadium, c'est le premier en tout cas en console fixe. Salon. Mais voilà, pour vous dire à Et quel point Pokémon c'est... Snap aussi, le premier. Là. Oui. À quel point c'est ancien, ça date de 99-2000 environ les spin-offs Pokémon, donc ça va pas tarder à arriver. Forcément, parce que à côté tu vois Mario qui fait des spin-offs, notamment avec Mario Kart où ça a explosé, forcément qui s'inspire du modèle, voire je pense que Nintendo a un peu soufflé de dire des petits spin-offs, tu vois, ça pourrait être pas mal. Et aussi, du coup, ça a été une très bonne idée, ça a fait beaucoup de jeux mémorables, les Pokémon Stadium, le Pokémon Snap sur les deux, donc tout sur Nintendo 64, sur GameCube, Colosseum, Pokémon XD, etc. Sur Wii, Pokémon Battle Revolution, enfin sur GameCube, il y avait aussi Pokémon Channel, un petit jeu, bon bah pas terrible, mais qui permettait d'avoir Jirachi à l'époque, quand tu le complétais. Et voilà, là il y a une petite liste, on peut voir tous les jeux qu'il y a jusqu'à nos jours. Où je pense que aussi c'est évidemment une des licences les plus chères à mon cœur, mais l'une des licences spin-off les plus populaires, c'est Pokémon Donjon Mystère, je pense, Incroyable. sans aucun doute. Même eu des films avec, hein. Enfin des films, des sortes Des de films. petits Des épisodes Pas spéciaux. des épisodes spéciaux plutôt, voilà, c'est ça le terme. Il y avait aussi Pokémon Ranger qui a été aussi très populaire sur Nintendo DS. Qui Et d'ailleurs, a tué des écrans, Pokémon Ranger. Ouais. Ah oui, Pokémon Ranger, on s'en souvient, les rayures Ce d'écran. que j'aime bien avec la plupart des spin-offs, c'est qu'ils, du moins ceux qui sont très populaires et qui ont bien marché, c'est que ils apportent autre chose que la licence principale, tu vois. Genre Pokémon Donjon Mystère, t'incarnes un Pokémon. Voilà, t'en es arrivé, bah tiens, Voilà. vas-y. C'est incroyable. Et le premier, pour moi, ça reste pas mon jeu Pokémon préféré, mais en tout cas, c'est top 2 pour moi. Je mets quand même Soul Silver au-dessus, mais Deux c'est premiers. incroyable. Les deux premiers opus. C'est bien Stadium d'ailleurs, le premier du coup. Je vais vérifier rapidement. Bon les gars, C'est il faut un petit peu accélérer, il faut continuer un petit peu. Ouais. Juste après les spin-offs, on peut parler aussi du passage à la 3D avec la 3DS surtout. La 3DS, Kai, si On en tu veux parlait, peut-être, ouais. en Ouais, parler. un petit tournant à l'image de la 3G, tout simplement, qui change, enfin, qui a rapporté les couleurs, etc. Là, de toute façon, on change de dimension avec tout simplement les personnages qui s'élèvent, tout simplement, et qui changent du côté un peu à plat et chibi. Et là, on a vraiment. Là, ça passe par X et Y. Et de nouveau, tout simplement, l'apport des méga évolutions, de nouvelles. Oui. De nouvelles mécaniques, tout simplement, qui va commencer doucement mais sûrement à s'installer dans les prochains jeux. Donc c'est vraiment à partir de la 3DS que tu vois que il y a vraiment un changement à ce niveau-là, un changement au niveau de l'esthétique globale de ce qu'on avait de Pokémon et qu'on va retrouver par la suite quasiment tout le temps. D'ailleurs, c'est à partir de là que Sugimori passe un peu plus en retrait jusqu'à aujourd'hui, avoir clairement laissé sa place à un Américain, je crois, dont j'ai oublié le nom. On sent que d'ailleurs, de plus en plus, et je crois qu'XY marque pas mal le coup, c'est que le Big Three un peu de Game Freak à l'époque, donc Tajiri, Sugimori et Masuda, sont doucement mais sûrement en fait un peu mis au placard.
C'est assez flou, on sait pas trop exactement ce qui se passe. Pour Tajiri, ça se fait assez tôt, aux alentours de la GBA déjà. Puis c'est Sugimori qui perd un peu du terrain, et puis enfin Masuda qui ne réalise plus réellement les jeux, ça devient assez flou. Je sais pas ce que vous en pensez d'ailleurs, vous, à ce moment-là. Est-ce que ce genre de mec, il faut vraiment les conserver absolument au cœur des projets? Oui, parce qu'en fait, j'allais justement en parler, c'est que on sent que, et pour moi c'est le problème avec les nouveaux jeux Pokémon, c'est que, par exemple, le premier Pokémon, il y avait une volonté d'utiliser les mécaniques propres à la console, donc le câble Link, on en a parlé, voilà, c'était vraiment, ils ont vraiment pensé le truc à fond pour que ça aille dans le sens de Pokémon et que ça apporte vraiment un vrai truc à la console, les échanges, etc. Et par contre, pour la DS, t'as toute la mécanique du tactile qui était là. Et j'ai jamais trouvé que c'était vraiment super bien développé pour Pokémon, bien utilisé pour la série, pour les jeux. Alors que finalement, je sais pas si c'est par rapport à ça avec les grosses têtes pensantes qui étaient là au début et qui sont mis de côté. Mais j'ai pas senti que c'était vraiment poussé plus que ça, tu vois. Ils auraient pu faire mieux déjà avec la DS, tu vois. Par rapport à cette mécanique-là. La 3D, En fait, on peut même pas l'utiliser dans les jeux. Mais en fait, moi perso, je suis mitigé sur cet aspect-là parce que d'un côté, Pareil. en fait, c'est parce qu'on sait pas ce qui s'est passé derrière. Justement parce que d'un côté, on peut se dire que c'est parce que ils se sont éloignés du projet que les jeux récents sont comme ça, mais on peut peut-être aussi se dire que selon leur application, c'est peut-être parce qu'ils sont restés sur le projet et qu'ils ont peut-être des idées un peu trop vieillissantes, un peu trop ancrées dans un temps assez ancien ou d'une autre façon, que du coup, ils ont peut-être aussi emprisonner les projets. C'est malheureusement, ça arrive aussi souvent, cet aspect-là, une personne assez ancienne sur une licence ou un projet qui l'emprisonne dans leur vision. D'un côté, c'est aussi, il faut aussi du renouveau. Donc, au bout d'un moment, il faut aussi des nouvelles têtes pensantes qui portent la licence. Et pour moi, c'est indéniable. Hein. Enfin, ça s'applique même pas qu'aux jeux vidéo, ça s'applique à tout en fait. À l'époque du coup de XY, Noir et Blanc, voilà, tous les épisodes un peu 3DS, etc. Même si la licence était encore très très forte et il n'y a pas de souci, on ressent quand même que la licence stagne un petit peu, quoi. Elle stagne un petit peu que ce soit dans les idées qu'elle propose, mais aussi dans son succès, etc. En 2016, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose qui relance carrément la machine, peut-être un des jeux les plus importants pour la licence Pokémon à ce jour. On parle de Pokémon Go. Le Pokémon sur téléphone, tu sors dehors, t'as des Pokémon, tu les attrapes, c'est une révolution à l'époque, c'est incroyable, ça lance une nouvelle ère. On se souvient bien sûr dans tous les parcs en France des raz-de-marée de gens qui courent derrière dans le monde entier un Aquali. C'est clairement incroyable. Je pense que quasiment tout le monde l'a vécu ici dans le chat. Dites-nous si vous l'avez vécu. Mais même moi, j'étais matrixé à cette époque-là. Moi, j'ai une anecdote. J'ai un de mes potes qui, en gros, ils hésitaient à savoir si j'allais passer des petites vacances à Paris, tu vois. Et en fait, c'est Pokémon Go qui l'a fait se décider d'aller passer des vacances à Paris pour une seule raison, parce que en gros, à l'époque, tu pouvais capturer plein de Magikarp là-bas, et à l'époque, avoir plein de Magikarp pour avoir le Léviathan. Là, on peut dire le niveau de matrixage, vraiment. Et là, il y a vraiment un effet qu'on retrouvait, par exemple, à l'époque de Pokémania, c'est que t'as des gens qui s'y sont remis, ou qui se sont mis pas par pression sociale, mais parce que tout le monde y était. Par exemple, moi, de mon côté, j'avais des amis ou des cousins qui s'y mettaient juste parce qu'ils me voyaient y jouer, en fait. Et c'est un truc de fou. Enfin, on retombait totalement dedans. Tout le monde jouait à Pokémon Go à ce moment-là. Même les gens qui n'étaient plus dans Pokémon, même ceux qui n'étaient pas du tout dans Pokémon. Et pour moi, c'est clairement le renouveau. C'est quand ils ont réussi à choper tout le monde. Ce jour-là, ils ont réussi à choper tout le monde. Ton daron, ton petit frère, ton cousin, tout le monde. Mais Ilias a tout dit quasiment. Hein, voilà, c'était le phénomène. Mais ce qui est marrant, c'est qu'en fait, ils s'attendaient pas, quand ils ont eu cette idée de lancer Pokémon Go, ils s'attendaient pas à un tel engouement et que ça allait refaire une Pokémania, en fait. Et finalement, bon, ça n'a pas eu non plus... est-ce qu'on peut dire que ça a eu le même impact? Non, je pense pas. Non, mais voilà. Mais en termes... Ouais, voilà. En termes d'engouement, moi, ça me tue parce que je crois qu'ils ont balancé le premier trailer de Pokémon Go, je crois que c'était pendant le Super Bowl ou un truc comme ça. C'est genre, ils ont balancé le trailer au pif, comme ça, sans en parler plus que ça. Ça a fait l'effet d'une bombe, et genre, pendant, je sais plus que c'est sorti combien de temps après, mais ils en ont plus parlé. Genre, le niveau communication, ils charbonnaient pas plus que ça. Et finalement, c'était pas un assez gros studio.
pouvez pas suivre au niveau du Ouais, contenu. c'était un truc. Mais non, par contre, il y avait un truc. Pour moi, le succès de Pokémon Go, c'est pas juste une histoire de communication, quoi. C'est parce que Pokémon Go, à l'époque, on te le donne. C'est quand t'étais gamin, tu voulais devenir un dresseur de Pokémon? Oui. Ok, maintenant tu l'es. Genre dans la vraie vie. C'est un truc de ouf. Ah, mais on ne rendait pas compte. Mais en vrai, c'était une révolution vraiment incroyable. Je me rappelle Pokémon jusqu'à Go. 5 heures. Ah, mais Jusqu'à tout le 5 heures monde, du tout le mat. monde. Et justement, on parlait du fait de cette volonté d'utiliser les mécaniques, et faire évoluer la licence avec le temps. Bah là, par contre, avec Pokémon Go, ils y étaient vraiment, genre, parce que le téléphone, voilà, le smartphone, c'est maintenant tout le monde en a un, c'est accessible à tout le monde. Bah justement, là, ils t'ont apporté un vrai truc qui est dans ton quotidien, il vient à toi, et même si t'avais laissé, comme on l'a dit, Kai, t'avais délaissé la licence, t'avais délaissé Pokémon, bah là, Pokémon revient à toi, en fait, et t'as pas le choix, en fait. Très Exactement. bonne transition. On parle d'un moment où clairement le smartphone devenait beaucoup plus puissant que les consoles de salon. Donc il fallait faire ça en fait. Il fallait se lancer à la conquête du smartphone. On l'a ensuite connu avec d'autres jeux vidéo, mais c'est vrai que c'est Pokémon Go, je pense, qui a le plus marqué l'esprit. Il y a Pokémon Master, Après, il y a Pokémon Pokémon Ninja Card Phoenix. Jump qui a marqué l'esprit. Voilà, Magikarp Jump, Magikarp Jump, en vrai, il était sympa. J'ai passé un petit temps dessus. Poké Café Mix, etc. Voilà, il y a des jeux sympas, mais c'est. continue d'ailleurs. Hein. C'est. Ah, bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, je trouve que ce truc, c'est très vrai ce que tu as dit sur le smartphone, cette volonté de conquérir le marché du smartphone. C'était fait de manière assez intelligente, dans le sens que tu avais Pokémon Go qui a poussé les gens à sortir de chez eux et tout, alors que dans le monde jeu vidéo, on a tendance à voir ça comme un truc très casanier, machin. Là, voilà, tu marchais, t'étais dehors, c'était bon pour la santé. Derrière, ils ont fait quoi? Pokémon Smile, brosse-toi les dents. Genre, et là, c'est quoi? Maintenant, c'est Pokémon Sleep, va dormir. Non, Pokémon va prendre soin de vous. Enfin, c'est un truc de ouf. On veut faire de ta vie, en fait, une vie de Pokémon. Certains trouvent ça flippant, moi je trouve ça génial. Mais justement, c'est pour moi, c'est dans ce sens-là que ça a refait une petite Pokémania, c'est que ça a aussi mis d'accord tous les gens qui étaient réfractaires à l'époque sur cette Pokémania, à l'époque des jeux vidéo qui arrivaient, l'anime, etc. Voilà, les adultes, les vieux cons qui comprenaient pas, on en a longuement parlé tout à l'heure, qui comprenaient pas le délire, donc ils étaient vraiment réfractaires. Et là, finalement, ils voient que le jeu vidéo, il a des bons côtés aussi, il permet de sortir, il permet de faire des trucs en famille, entre amis, et finalement, en fait, t'es plus un gros con dans ta chambre tout seul, un otaku voilà, qui a pas de vie. Bah non, le jeu vidéo, c'est pas ça aussi. T'es une personne normale et c'est pas parce que t'es enfermé dans ta chambre que t'es bizarre. Enfin, voilà, ça a ouvert des portes à beaucoup de monde, je pense. Du coup, Pokémon On a eu Go. un peu les mêmes scandales. Ouais, de ouf. Ouais, c'est vrai, hein, à l'époque. Enfin, ouais, on va pas en parler. Il y a qui se font écraser. Pour un Magikarp rouge. Là, c'est trop. Un Magikarp doré, c'est bon, le mec qui va se faire écraser. C'est n'importe quoi. Du coup, ouais, on a Pokémon Go qui est un succès monumental. Par la suite, Game Freak, Pokémon Company, Nintendo décident. Il y a la Switch qui arrive. Voilà, il fallait un jeu qui commence à émerger. Et quoi de mieux que de faire un remake encore de la première génération, mais cette fois de manière un peu plus. On prend un petit peu des idées de Pokémon Go. Et on les met dans un jeu un petit peu de la saga principale. On essaie de faire une fusion entre les deux. Ça donne Pokémon Let's Go Pikachu, Let's Go Evoli. C'est clairement pour moi le jeu qui essaie du coup d'attraper, de faire la continuité de Pokémon Go. C'est-à-dire que tu essaies d'attraper les gens qui étaient plus trop dans Pokémon, histoire de les remettre dedans et qu'on puisse après peut-être derrière enchaîner sur les autres séries, sur les autres jeux de la série principale qui sont peut-être un peu plus, entre guillemets, très gros guillemets, difficiles. En vrai, pas tant que ça, mais on pourra en reparler. Mais surtout que c'est le premier opus Switch. C'est le premier opus Switch, donc une console qui marche super bien, surtout si tu compares à la Wii U juste avant. Ouais, Otakult. Je vais dire qu'il y a aussi des mécaniques dans Pokémon Let's Go qui, je pense, serviront aux futurs opus. Parce que Pokémon Arceus, si les leaks se disent vrai, si tu peux vraiment monter sur les Pokémon, etc. et tout, voilà, Pokémon Let's Go aura fait un plus gros taf qu'on ne le pense, je pense. Ça a essayé des choses et ça l'a bien fait, je pense. Graphiquement, en tout cas, c'est clair. Même en termes d'expérience, en fait. Genre. C'est aussi la première fois qu'un remake de jeu de la série principale, entre gros guillemets, n'est pas directement produit par Game Freak, excusez-moi. Ils le font un peu sous-traiter par nos studios et tout, donc c'est aussi un renouveau aussi dans un autre style, c'est un renouveau, ce qui laisse du coup le temps pour se concentrer sur les prochains jeux, la nouvelle génération, la 8G, Pokémon épée ou bouclier qu'on a connu par la suite, qui tentent aussi des choses. Ça a été une déception peut-être pour certains. Ils tentent aussi des choses. Les terres sauvages, tu parles d'Arceus, pour moi, les terres sauvages, c'était un petit peu le début. On essaie de faire un monde ouvert, où tu contrôles un peu la caméra. On essaie des choses. Donc c'est clair que
que là on est dedans. Aujourd'hui, on peut parler de déclin de la licence. Moi, je pense pas. Dans le sens où épée bouclier, c'est les jeux qui se sont les plus vendus, un des jeux qui s'est le plus vendu ever en pour termes de Pokémon. vente. Donc non, tu peux pas parler de déclin à ce niveau-là. Même en termes de qualité de jeu, je veux bien que le jeu ait déçu certains. Le déclin n'a pas commencé sur Shield en fait. Oui, voilà. Oui, c'était pas- c'était avant. En fait, bah, si tu justement, moi, tu peux les afficher justement. En fait, tu vois juste via les métacritiques, justement, c'est à partir, disons, de Pokémon Or Gold et Argent sous Silver et même Noir et Blanc que ça a commencé lentement à dégringoler dans la vie des joueurs, dans la vie même un peu de la presse, même si la presse reste majoritairement sur le même avis vu que les jeux n'ont pas forcément toujours extrêmement bien évolué. Mais oui, ça n'a pas commencé avec Pokémon épée et bouclier. Par contre, faut quand même rendre compte qu'au niveau des ventes, ça a quand même baissé dans le temps jusqu'à à peu près Let's Go, et puis après à Let's Go, ça a remonté avec la Switch quand tu regardes les chiffres de vente. Ouais. Donc là, on voit, on a 7,5 sur les avis utilisateurs, 7,4. Ultra Sol Ultra Lune, sacré bide hein, pour un Ah ouais. Pokémon évidemment. J'y ai pas Ah, joué. Est-ce qu'il Tu vaut- dis ça, mais après pour Soleil et Lune, tu vois, ça a quand même, ça a Non, redonné un tout petit peu. Par contre, après, C'est pour les Et quand tu Voilà. compares au reste, il fait vraiment tâche. Il a raison, hein, il y a plein de gens qui l'ont pas, moi le premier, qui l'ont pas acheté parce que il apportait rien en fait. En termes de- Let's go. Donc, Et voilà. enfin, épée et bouclier, voilà. vous Après, voyez. Ah, c'est Pour revenir sur la question principale, je pense pas qu'on peut parler de déclin non plus parce que vendredi dernier, ils nous l'ont encore prouvé. C'est que quand tu penses avoir tout vu, enfin savoir ce qu'ils vont te servir, bah non en fait, bah non. Ils te balancent un truc et finalement t'as encore une nouvelle série qui va popper. C'est n'importe quoi, genre en fait, ils savent trop bien évoluer avec leur temps, avec leur public et ils sont trop forts en fait. C'est Aujourd'hui, en décalculé depuis le 2021, début. En 2021, Pokémon est plus puissant que jamais. Plein de jeux dans l'année, au cours de l'année. Et l'année dernière, on avait eu Donjon Mystère, on avait eu les DLC pour épée bouclier. Cette année, on a Pokémon Snap qui arrive, on a toujours les jeux mobiles qui marchent toujours assez bien, qui continuent d'être alimentés en contenu. On a à la fin d'année un nouveau remake, celui de la 4G de Diamant et Perle, qui était très attendu. Et on a surtout, du coup, Légende Pokémon Arceus qui arrive début 2022, qui offre, encore une fois, on en a parlé un petit peu en début d'émission, donc on va peut-être pas non plus en parler 3 heures maintenant, mais c'est une nouvelle ère pour le jeu vidéo Pokémon. C'est eux-mêmes qui le disent, c'est pas nous. Donc, et de toute façon, ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens voulaient. Je pense qu'on est reparti pour 25 ans. Nous sommes 25 nouvelles années avec Pokémon, je pense, à mon avis, avec ce qu'on a. Putain, mais je Ce suis qui est annoncé. tellement confiant pour ce jeu parce que déjà là il est en cours de développement, mais on sent qu'il y a, même graphiquement, moi je suis pas d'accord avec tous ceux qui crachent déjà sur le jeu et tout, parce que même dans les textures, les couleurs qui sont proposées et tout, tu sens que ça dégage déjà un truc. Alors le jeu il a encore le temps, hein, il sort quoi dans un an? T'as encore un an pour bien le peaufiner, vraiment. Enfin, moi je suis confiant et en plus il apporte vraiment quelque chose comme Mais- tu dis, c'est un renouveau. Ça va être incroyable, vraiment. Hors de la direction des jeux purs, c'est aussi la direction de Game Freak tout court, où notamment ils arrêtent de tout garder pour eux, de dire on fait tout. Là, le remake il est fait par Ilka Inc, c'est ceux qui font notamment Pokémon Home. Ils ont aussi bossé un petit peu à côté, par exemple sur des jeux comme Dragon Quest, je crois Nier. Le patron de Ilka est très pote avec Yoko Taro, celui qui a le créateur de Nier, etc., de Nier Automata. Voilà, je pense qu'on peut en vrai conclure sur ça. C'était un peu l'histoire de Pokémon, donc j'espère que ça vous a plu à tous ceux qui nous ont regardés. On a essayé d'être assez concis, mais il y avait beaucoup de choses, on a été très précis sur certaines choses sûrement, mais c'est cool en vrai, c'est une licence qui nous tenait à cœur, on voulait en parler bien, donc c'est chose faite. Pokémon, ça fait 25 ans, cette semaine ça fait 25 ans, on n'est pas prêt encore d'en voir le bout, je pense, mais encore une fois je le disais hier, mais je me vois encore jouer même à 50 piges, je pense que je jouerai encore à Pokémon, tu vois. Et c'est vraiment la seule licence qui me donne cette sensation et ce feel. Et je pense que c'est pareil pour tout le monde ici, c'est pareil pour tout le monde dans le chat aussi. C'est une licence qu'on a aimé, qu'on aime, que ce soit à travers tous les produits dérivés, à travers les jeux, l'animé, les mangas. Donc tout simplement merci à Pokémon pour toutes ces belles années et pour toutes les belles années à venir encore. Pour préparer cette émission notamment, je vous conseille, on a lu excusez-moi, le manga sur Satori Tajiri qui a publié aussi chez Kurokawa. Satoshi Tajiri. J'ai dit quoi? Satori Tajiri. Excusez-moi, Satoshi, je baille. Satoshi Tajiri. Excellent manga aussi. Donc, si vous voulez vraiment tout savoir de la naissance de Pokémon, de la genèse de Pokémon, ça, c'est à lire absolument. C'est 9,90€.
C'est en grand format, il y a des pages couleurs. Donc c'est un très bel hommage à la série. Il y a pas mal de vidéos aussi sur YouTube qui traînent. C'est quoi les chaînes? La chaîne Trans, TRXNS, qui est juste pour moi la référence absolue en termes de contenu sur Pokémon. Ils font un travail de ouf, des reportages de fou furieux. Ça m'a énormément aidé personnellement pour préparer l'émission. Et voilà, si là ce qu'on vous a raconté un peu et tout, ça vous a plu, ça vous plaira. Il raconte vous même êtes pas prêts. il raconte même des histoires sur des Pokémon en particulier, Ouais. genre Ectoplasma, c'est trop passionnant. Genre, j'ai pas vu toutes les vidéos, mais il est trop fort, le mec, c'est trop. Il y a même des vidéos sur les légendes et Ouais, Et, le lore de Pokémon. les lords, tout ça, c'est intéressant, super intéressant. Allez-y à fond. En parallèle, il y a aussi la chaîne de Paul, où il a fait une vidéo entière sur Satoshi Tajiri, la personne en elle-même, son histoire, etc. Donc je vous invite aussi à aller voir. Il y a ça, et je vois dans le chat Spoka qui conseille aussi, et je le conseille également, c'est le Dans la légende spécial Pokémon sur Click TV. Donc, Avec allez-y. Sébastien Delamide. Exactement. Pokémon, c'est la base, c'est la licence la plus importante, la plus rentable de l'histoire en termes de chiffres. C'est celle qui nous a bercé, j'allais dire, depuis toujours. C'est même plus une licence, c'est un empire, hein, c'est trop. C'est clair. J'aime pas ces mots, ça fait très commercial. Non, Pokémon c'est plus que ça. C'est pas une sorte de licence. C'est un empire dans tous les sens du terme, si tu préfères. Oui. C'est un monde. On vit aujourd'hui, on vit au rythme de Pokémon. C'est impressionnant. C'est incroyable. Du coup, on va pouvoir conclure le dossier sur ça. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Thank you.